Alors, la formation concerne le management de la qualité et la sécurité des produits agroalimentaires. Donc, finalement, les exigences de l'ISO 9001 version 2015 et l'ISO 22000 version 2018. On va s'intéresser surtout aux activités qui font partie de la chaîne alimentaire. Et quand je parle de la chaîne alimentaire, il ne s'agit pas seulement des unités industrielles, mais aussi toute activité de service, comme par exemple le transport ou bien la logistique, et par la suite le transport des légumes, des fruits ou bien des produits. Sinon, des services de maintenance, par exemple, pour les unités industrielles, les unités de l'agroalimentaire. Sinon, des services comme le nettoyage, etc. La production primaire, donc tout ce qui est élevage, par exemple, ou bien ferme, et par la suite, l'agriculture proprement dit. Et on peut parler aussi des activités connexes, comme par exemple la fabrication des pesticides ou bien des produits utilisés d'une façon générale, que ce soit dans l'agriculture proprement dit, ou bien la même chose au niveau de la transformation. Et par la suite, c'est vrai que l'ISO 22000, c'est une norme spécifique, mais au niveau, ou bien question d'utilisation, il reste quand même valable pour pas mal d'activités, à la différence de l'ISO 9001, qui est générale, et par la suite, on peut l'appliquer, que ce soit pour l'agroalimentaire ou bien pour n'importe quelle, bien sûr, structure. Alors, le long de la formation, je vais essayer de développer avec vous un système de management qui concerne un cas d'étude. Donc, par la suite, pour le week-end prochain, je vais vous laisser l'énoncé de l'étude. Et on va essayer de commencer, bien sûr, avec les éléments de base. Donc, en parlant de l'organisation du système de management proprement dit, et par la suite, en travaillant sur l'analyse du risque en relation avec l'ACEP ou bien l'AMDEC, sur les PRP, sur l'ACEP, sur la gestion des urgences, et ainsi de suite. Alors, tout ça, on va le découvrir par la suite. Alors, quand je parle de la qualité et la sécurité des produits, donc la notion de qualité, elle est très différente, plus ou moins, de la sécurité. Alors, il y a des personnes qui disent que l'ISO 22000, c'est l'application de l'ISO 9001 dans l'agroalimentaire. Alors, ça, c'est faux. Il n'y a aucune, on peut dire, il y a une grande différence, pour ne pas dire qu'il n'y a aucune relation. Il y a une relation, mais il y a une grande différence entre les deux normes. L'objectif de la norme ISO 9001, c'est surtout la satisfaction des clients. Et quand je dis l'objectif de l'ISO 9001, je parle de système de management qualité conforme à l'ISO 9001. Donc, avoir un système de management qualité conforme à l'ISO 9001, ça veut dire, c'est l'équivalence d'avoir une organisation ou bien une bonne organisation qui va garantir plus ou moins la satisfaction ou bien la totale satisfaction des clients. Ça, c'est l'objectif. Alors maintenant, la sécurité des produits et par la suite l'ISO 22000, il a comme objectif la réalisation de produits ou bien de services pour qui? Pour le consommateur final ou bien la même chose pour le client. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la satisfaction en soi, mais ce qui m'intéresse, c'est avoir un produit qui est sûr pour le consommateur. C'est-à-dire, autrement, vous pouvez avoir un produit qui est non conforme, ne satisfait pas vraiment le besoin client, mais il est sûr pour la consommation. Je donne un exemple. Prenons par exemple le cas d'une bouteille d'eau. Alors, si jamais j'achète une bouteille d'eau, je cherche comme client, ou bien j'ai comme client des exigences. Donc, le besoin, c'est boire de l'eau. Les exigences, c'est par exemple, premièrement, un bon goût. Deuxièmement, le design de la bouteille. Troisièmement, peut-être la qualité de l'eau proprement dit, tout ce qui est lié aux minerais, etc. Et bien sûr, en matière de la sécurité des produits, ce qui m'intéresse, c'est que l'eau ne présente pas de danger ou bien de problème pour ma santé. Alors, si jamais je vous donne, par exemple, une bouteille d'eau qui contient une eau de bon goût, la même chose, etc.,
et la même chose, une bouteille avec un très bon design, mais je vous dis en plus qu'il y a un problème, par exemple, lié à la sécurité des produits, présence d'un virus ou bien des traces de pesticides ou bien un autre produit chimique, ça va de soi qu'au niveau des préférences, vous allez donner la priorité à la sécurité et non pas, voilà, aux autres aspects de la qualité. Alors j'ai dit, ou bien je dis autre aspect de la qualité parce que la sécurité, c'est aussi une exigence de la qualité. Alors étant donné que quand je parle d'un produit de qualité, par définition, il s'agit d'un produit qui répond à un besoin. Alors le besoin de qui? Le besoin, bien sûr, du client, en respectant des exigences. Alors parmi les exigences, on parle des exigences clients, les spécifications clients, qu'on peut trouver dans un cahier de charge, par exemple, mais aussi les exigences implicites, c'est-à-dire que le client n'a pas déclaré, par exemple, tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est normatif, tout ce qui est lié à l'usage du produit. Donc, ce n'est pas la peine de détailler des exigences par rapport à l'usage. Ça va de soi que le produit est destiné à être consommé et par la suite, il faut respecter les exigences liées aux usages. Alors, sinon, vous avez aussi les exigences internes de l'entreprise. Alors maintenant, de point de vue client, parmi les exigences les plus importantes, donc répondre à un besoin en respectant des exigences, ça c'est la qualité. Parmi ces exigences, vous avez bien sûr la sécurité du produit. Donc comme client, je cherche un produit qui est tout simplement sûr pour ma consommation, pour ma santé. Voilà. Alors la même chose, avant d'avancer, la même chose, il faut différencier entre ce qu'on appelle la sécurité du produit ou bien des produits et la sécurité alimentaire. Sinon, la sécurité des aliments et la sécurité alimentaire. Il y a une grande différence. Quand je parle de la sécurité des aliments, alors dans ce cas, c'est ce que je viens d'expliquer, on cherche à réaliser des produits sûrs pour le consommateur. Quand je parle maintenant de la sécurité alimentaire, en arabe, l'amn al-ghida'i, il s'agit d'avoir premièrement des aliments qui sont sûrs pour le consommateur, c'est vrai, c'est-à-dire il y a un aspect lié à la sécurité des aliments, mais en plus, il y a aussi le problème ou bien les problèmes liés à l'approvisionnement. C'est-à-dire, je dois avoir des produits qui sont conformes, sûrs pour le consommateur, mais en quantité suffisante. Alors, avec le Covid, par exemple, je parle des premiers mois ou bien des premiers mois de 2020. Alors, tout le monde, à l'échelle des pays maintenant et des gouvernements, tout le monde parle de la sécurité alimentaire. Parce qu'il y a des pays qui ne disposent pas vraiment d'une production autonome de tout ce qui est légumes, fruits ou bien produits alimentaires d'une façon générale, c'est-à-dire des pays qui sont trop dépendants de l'étranger. Et par la suite, le problème de confinement, donc tout ce qui est lié au Covid, présence ou bien a présenté un risque sur ou bien qui concerne la sécurité alimentaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'application, c'est-à-dire des décisions concernant le confinement, a concerné pratiquement toutes les activités, à part l'activité ou bien les activités liées tout simplement, premièrement à la production, que ce soit primaire ou bien à la transformation des aliments, et deuxièmement, la distribution aussi des aliments. C'est parmi les rares activités qui restent ou bien qu'on n'a pas pu vraiment arrêter, et pour la simple raison qu'on a besoin bien sûr de nourriture, etc. Alors ça, c'est à grande échelle au niveau d'un pays. Mais si vous avez par exemple un restaurant, une école, voilà, ou bien quelque chose comme ça, un hôtel, la même chose. Alors, vous avez la même chose, des obligations par rapport à vos clients, des obligations quant à la sécurité du produit proprement dit et la qualité des produits offerts, mais aussi la question de la quantité. Alors, vous devez avoir, bien sûr, une quantité suffisante d'aliments pour servir et répondre aux besoins de vos clients. Donc, c'est la différence entre sécurité des aliments et sécurité alimentaire, à ne pas confondre.
Donc, en arabe, l'amn al-ghida'i, salam al-ghida'iyya. Donc, l'amn al-ghida'i, c'est la sécurité alimentaire. Salam al-ghida'iyya, c'est la sécurité des aliments. Alors, l'ISO 22000, bien sûr, il ne traite qu'une partie, on peut dire, de la sécurité des aliments, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, pour l'ISO 9001 maintenant, il s'agit de l'adoption d'un système de management. Quand je parle d'un système de management, il s'agit d'une organisation. Donc, on peut dire l'adoption d'une organisation, voilà, relève, ou bien une organisation qui relève d'une décision stratégique de l'organisme et qui peut l'aider, c'est-à-dire cette organisation-là, à réaliser ou bien à améliorer ses performances globales et à satisfaire ses clients. Donc, un système de management, à la fin, c'est une organisation. C'est vrai que la définition normative, on parle d'un ensemble d'activités qui permettent de réaliser une politique, etc. Mais pour l'instant, disons qu'il s'agit tout simplement d'une organisation qui va nous permettre de réaliser des objectifs. Donc, pour le management de la qualité, l'objectif, c'est tout simplement une satisfaction des clients, mais aussi une amélioration globale au niveau interne. Donc, les avantages maintenant potentiels pour un organisme qui cherche bien sûr une certification ISO 9001 sont, premièrement, l'aptitude à fournir en permanence des produits et des services conformes aux exigences du client et aux exigences légales et réglementaires applicables. Attention, la mise en place d'un système de management permet de démontrer l'aptitude à fournir, c'est-à-dire en permanence, mais ce n'est pas une garantie quant à la conformité du produit ou bien des services. C'est-à-dire, si j'ai une société qui a un système de management, je peux dire qu'il y a quand même un engagement interne et des efforts, la même chose, ressentis en interne pour la maîtrise de l'activité, que ce soit de service ou bien de production, et par la suite, la réalisation de produits conformes et la satisfaction des clients. Donc, il y a une différence. La certification, ce n'est pas une garantie. Quand je certifie, ou bien quand je parle d'une certification ISO 9001, il s'agit de la certification d'une organisation, d'un système de management. Et par la suite, est-ce que le système de management ou bien cette organisation permet vraiment de réaliser des produits conformes, de satisfaire les clients ou bien non? Et à quel degré? Ça reste une autre question. Donc, on peut avoir deux sociétés qui sont certifiées ISO 9001. Pour l'une, le taux de non-conformité, par exemple, il est de 1%, et pour la deuxième, il est de 0,01%. Pourtant, les deux sont certifiés. Je peux avoir la même chose, deux organismes certifiés. Le premier, il a un taux de satisfaction de 95%, et le deuxième, il a un taux de satisfaction de seulement 90%, 5% de différence. Et toujours, pourtant, les deux sont certifiés ISO 9001. Donc, la certification, c'est parmi peut-être les, je ne vais pas dire les inconvénients, mais il y a un manque à ce niveau. Au niveau des certifications ISO 9001, on n'a pas malheureusement un système de notation. C'est-à-dire, si je dis la société X est certifiée ISO 9001, point à la ligne. Je ne vais pas dire, par exemple, qu'il a un système qui est très efficace ou bien moyen, etc. À la différence de d'autres normes qu'on va voir plus tard, tout ce qui est lié au BRC et IFS, par exemple, alors vous avez des certificats, mais avec une note. Et ça, c'est intéressant. Alors, malheureusement, pour l'ISO, c'est comme les diplômes. Vous êtes diplômé ingénieur ou bien master ou bien licence, point. Donc, sans mention, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est le diplôme qui, quand je dis quelqu'un qui est diplômé, c'est-à-dire qu'il a les connaissances de base, on peut dire entre parenthèses, qu'il faut pour exercer un métier. La même chose, quand je dis une société a un système de management certifié, ça veut dire que le système de management, il est conforme plus ou moins à des exigences, mais ça reste des exigences de base, tout simplement. Alors maintenant, est-ce que le système, il est vraiment efficace ou bien non? C'est une autre question. L'essentiel. Alors déjà, un engagement pour la mise en place d'un système de management, voilà, c'est bien. Donc, ça permet de démontrer l'aptitude à réaliser des produits et services, les démontrer à qui? Bien sûr aux clients.
Sinon, la même chose, la présence d'un système de management qualité présente des plus grandes opportunités d'amélioration et aussi permet ou bien donne aux entreprises la possibilité de démontrer maintenant la conformité aux exigences spécifiées. Je parle des exigences réglementaires, des exigences normatives, par exemple, et ainsi de suite, spécifiées du système de management de la qualité et des autres exigences, bien sûr. Désolé, ici, ce sont les exigences du système de management, c'est-à-dire de la norme proprement dit, parce que les exigences légales, ils sont déjà déclarées ici. Alors maintenant, la différence avec l'ISO 22000. L'ISO 22000, comme je viens d'expliquer, il précise les exigences que doit présenter un système de management de la sécurité des aliments. Normalement, c'est la sécurité des aliments. Lorsqu'un organisme cherche à quoi? À démontrer toujours son aptitude, non pas à réaliser des produits conformes, comme le système de management de qualité, mais à fournir en permanence des denrées alimentaires sûres et des produits et services conformes aux exigences clients et aux autres exigences légales et réglementaires applicables. J'ajoute aux exigences légales et réglementaires applicables en relation avec la sécurité des aliments. Donc, il faut bien spécifier ça. Donc ici, je cherche tout simplement à réaliser des produits sûrs et par la suite, je démontre la conformité du produit par rapport aux exigences liées à la sécurité des aliments proprement dit, mais aussi une conformité à la réglementation. La même chose prend en compte des risques associés aux objectifs de l'organisme. On va parler de ça par la suite au niveau du chapitre 6. Et finalement, il recherche également une amélioration continue, comme le cas bien sûr de l'ISO 9001. Alors pourquoi l'ISO 22000 en plus de l'ISO 9001? Premièrement, parce que l'ISO 9001 n'est pas spécifique ni à l'agroalimentaire, ni à la sécurité des produits, comme je viens d'expliquer. C'est vrai, comme je viens d'expliquer, que la sécurité des produits fait partie, on peut dire, de la qualité, ou bien c'est une exigence, c'est parmi les exigences de la qualité, mais l'ISO 9001 ne donne pas beaucoup de détails. Sinon, je peux dire que l'ISO 9001 n'utilise même pas le terme sécurité du produit. Et par la suite, il y a un problème. La même chose, l'ISO 9001, il est général, c'est une norme générale qui n'est pas vraiment appliquée ou bien adaptée spécifiquement à l'agroalimentaire. Alors au départ, il y a une norme, une ancienne norme, c'est l'ISO 15161, annulée actuellement. Il s'agit des lignes directrices relatives à l'application de l'ISO 9001 aux industries de l'agroalimentaire et des boissons. Alors, j'ai essayé de la voir, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver la version numérique. Alors, je vais essayer quand même de la partager. Voilà, et c'est intéressant. C'est vrai que la 15161, il concerne des lignes directrices en relation avec la version 2000 de l'ISO 9001. Et il y a quand même une grande différence maintenant entre l'ISO 22000 ou l'ISO 9001 version 2000 et la version 2015. Mais ça reste intéressant, voilà, de voir comment appliquer la 9001, surtout en relation avec la maîtrise opérationnelle, donc les processus de réalisation, tout ce qui est fabrication, logistique et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la formation, de voir comment, premièrement, appliquer l'ISO 22000, et ça c'est entre parenthèses facile, il s'agit surtout d'une maîtrise basée sur la CEP ou bien l'HACCP. Par contre, pour la qualité et pour l'ISO 9001, il y a bien sûr des exigences très spécifiques. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, la même chose, pourquoi l'ISO 22000 en plus de l'ISO 9001? Parce qu'en matière de la sécurité des produits, il y a plusieurs référentiels privés, comme le cas de l'IFS, le cas de BRC, et à la fin, je vais donner quand même du temps, une ou bien deux séances
pour traiter ces deux normes en plus de la FSC 22000 d'une façon plus ou moins détaillée. Alors à ce niveau, et pour harmoniser voilà, les référentiels, il fallait bien sûr publier une norme internationale, c'est le cas de l'ISO 22000. Sinon, il y avait aussi une nécessité d'harmoniser les référentiels ISO proprement dit. Et actuellement, heureusement, avec la structure HLS, la structure haut niveau, on a une grande ressemblance entre l'ISO 22000 et l'ISO 9001 et on peut parler carrément d'un système de management intégré, qualité et sécurité des aliments. Alors, ces deux systèmes de management, ou bien ces deux normes, ISO 9001 et ISO 22000, ils sont basés sur la même structure. Ils sont basés aussi sur les mêmes principes. On parle des principes de management. Ce sont les 8 principes de management. Le premier principe concerne l'orientation client, à savoir que ce soit en matière de l'ISO 9001 ou bien en matière de l'ISO 22000, si vous avez l'organisme, un organisme quelconque, bien sûr, la première partie intéressée, la plus importante, c'est tout simplement, pour les deux, c'est tout simplement les clients. Et ça va de soi, comme j'ai dit pour l'ISO 9001, vous avez un besoin de satisfaire cette clientèle, mais même pour l'ISO 22000, on doit commencer bien sûr par les exigences clients. Et par la suite, il faut bien maîtriser la relation entre l'organisme et le client, généralement gérée par les commerciaux. À ce niveau, je dois m'orienter vers le client. Premièrement, en commençant par la bonne identification des besoins de ces clients, mais aussi en l'intégrant dans le processus, par exemple, de conception. Alors, si jamais vous avez un client qui a demandé un produit très spécifique, un produit sur commande. Le cas, par exemple, on va parler de ça, le cas de ce qu'on appelle les distributeurs de marque, les produits réalisés pour un distributeur de lait, le cas des produits Carrefour, Marjan, etc. Ou bien, le plus simple, c'est le cas, par exemple, de la pâtisserie. Alors, généralement, vous avez une production sur commande. Alors, dans ce cas, je dois identifier le besoin client, mais c'est bien aussi de l'intégrer dans le processus de conception, c'est-à-dire de prendre ou bien en compte son avis et la même chose, d'essayer de discuter les différents éléments liés au produit ou bien service et ainsi de suite. À la fin, la même chose, on doit s'orienter vers le client en déterminant le degré de satisfaction et ou bien en suivant tout simplement le niveau de satisfaction. Donc, c'est important pour n'importe quelle entreprise d'écouter les clients et la même chose, de déterminer le besoin, mais aussi les attentes de sa clientèle au fur et à mesure, bien sûr, que ce soit le développement des nouveaux produits ou bien de la réalisation des prestations. Alors, la même chose, le deuxième principe qui reste important, c'est le leadership. Il a une relation avec le chapitre, c'est le chapitre 7, ou bien le chapitre 5, désolé, et ça remplace en quelque sorte la responsabilité de la direction. Attention, qui dit leadership, on parle d'un principe, c'est-à-dire au niveau d'une entreprise, que ce soit la direction ou bien les responsables production, responsables sécurité des aliments, voilà, ou bien les responsables des différentes équipes ACCP, ainsi de suite, ils doivent démontrer quoi? Démontrer leur leadership. Ce ne sont plus des simples gestionnaires, ils ont des moyens, bien sûr, qu'il faut gérer, des ressources qu'il faut gérer, mais en plus, il faut définir des objectifs, il faut essayer d'atteindre ces objectifs et il faut impliquer les autres, les accompagner, les aider pour la réalisation des objectifs. C'est le principe du leadership
et on va le détailler au niveau du chapitre 5. Alors, la même chose, surtout pour la sécurité des produits, on ne peut pas assurer une bonne hygiène au niveau interne sans l'implication de personnel. On ne peut pas la même chose réaliser les objectifs de l'entreprise sans cette implication. Donc, vous devez impliquer le personnel, le sensibiliser, le former s'il le faut, voilà. Et c'est parmi la même chose, c'est le troisième principe et à mon avis, surtout pour la sécurité des produits, mais aussi la qualité en deuxième mesure, c'est un principe qui est très important. Donc, il ne faut pas se limiter à exiger un niveau de performance au personnel. En contrepartie, il faut écouter le personnel, identifier son besoin et attente, l'intégrer et l'impliquer par la suite dans les différents processus. Et j'ajoute aussi, il faut une reconnaissance, donc reconnaître l'effort du personnel et le motiver, bien sûr. Alors, la même chose, vous avez le principe d'amélioration continue. Donc, ça va de soi, que ce soit pour l'ISO 9001 ou bien la 14001 ou bien la 22000, vous avez le cycle de Deming ou bien la roue de Deming, le PDCA. Et c'est ce que je vais détailler par la suite. C'est le principe de base. L'essentiel, il faut toujours améliorer en continu, bien sûr, vos résultats, en commençant par, premièrement, établir l'état des lieux. C'est ce qu'on appelle la phase observation, donc observer. Il faut observer ou bien établir l'état de lieu à travers, par exemple, la réalisation des diagnostics, que ce soit des diagnostics stratégiques ou bien opérationnels. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et si vous voulez mon avis, si jamais vous êtes responsable qualité ou bien responsable sécurité des produits au niveau d'une entreprise nouvellement recrutée, il faut commencer par ça. Avant de parler, par exemple, de l'amélioration d'un système ou bien autre, que ce soit dans le cas où vous avez déjà un système de management ou bien non, la première des choses à faire, c'est un diagnostic. Parce que, surtout pour le diagnostic interne, ça va vous permettre de découvrir votre processus de réalisation, la documentation utilisée, etc. Et une fois que vous avez une bonne connaissance du contexte interne, vous pouvez, bien sûr, planifier des actions et démontrer votre valeur ajoutée. Donc, à la fin, pour tout qualiticien, il faut quand même démontrer cette valeur ajoutée à l'entreprise. Sinon, à quoi sert recruter un responsable ou bien un qualiticien? Ce n'est pas seulement pour gérer le système existant, mais surtout pour l'améliorer. Alors, premièrement, observer, par la suite, planifier des actions sur la base de l'observation, ou réaliser ce qui a été planifié, check l'évaluation et par la suite l'amélioration. C'est le principe de PDCA ou bien OPDCA. Alors, la même chose, le cinquième principe, et ça a une relation avec la nouvelle structure, il s'agit de management de la relation avec les parties intéressées. Ça remplace le cinquième principe, la même chose, de l'ancienne norme version 2008 de l'ISO 9001, à savoir le principe de management de la relation avec les fournisseurs. Que ce soit l'ISO 9001 ou bien la 22000 version, respectivement version 2008 et version 2005, on parle de la gestion ou bien de management de la relation avec les fournisseurs. Comme quoi, pour un industriel, par exemple, les parties les plus importantes, c'est premièrement le client ou bien les clients, et dans ce cas, vous avez l'orientation client, et deuxièmement, vous avez les fournisseurs, et dans ce cas, vous avez la relation avec les fournisseurs. Ou bien, voilà. Donc, à part les clients et les fournisseurs, ça va de soi qu'il y a d'autres parties qu'il faut gérer et qu'il faut et avec lesquelles il faut maîtriser quand même votre relation, à savoir, par exemple, tout ce qui est autorité publique. Alors, pour le cas de l'agroalimentaire, vous avez l'ONSA, l'Office national de la sécurité sanitaire des aliments. Vous avez la douane, par exemple. Vous avez l'INH, l'Institut national d'hygiène.
Vous avez le ministère de l'Intérieur aussi, parce que l'intérieur, les pouvoirs publics, ils ont aussi un rôle de contrôle à jouer dans les communes et dans les villes, et ainsi de suite. Donc, avec l'autorité publique, bien sûr, je dois maîtriser ma relation. Sinon, à part ça, vous avez d'autres parties. Vous avez les associations de consommateurs, par exemple. Vous avez les ONG. Vous avez les médias, et ainsi de suite. Alors, la même chose, ce principe-là, ce cinquième principe, relation avec les parties intéressées, il a une relation avec le 4 de besoins et attentes des parties intéressées. À la fin, ici, il s'agit d'un principe, mais pour avoir une bonne relation avec ces parties intéressées, bien entendu, il faut communiquer avec ces parties et identifier leurs besoins et attentes et répondre à ce besoin. C'est ce qu'on va voir au niveau de 4.2. Alors finalement, les décisions fondées sur des preuves pour les deux normes, alors, quelle que soit la décision, soit au niveau stratégique ou bien au niveau opérationnel, il faut une justification. Et ça, bien sûr, c'est très important. Et à chaque fois que possible, il faut laisser aussi des enregistrements comme preuve et comme détail en relation avec les décisions prises. Pour l'approche processus, c'est vrai que ce principe basé sur l'approche processus, il est surtout exigé au niveau de l'ISO 9001. Donc, au niveau de l'ISO 9001, vous avez le chapitre 4.4. Ce chapitre, il traite en détail ce qu'on appelle les processus. Un processus à la fin, c'est un ensemble d'activités tout simplement. Par contre, l'ISO 22000, il parle aussi des processus et il est basé sur ce principe-là, mais il ne demande pas ou bien on ne trouve pas des exigences détaillées. C'est parmi, je peux dire, les problèmes peut-être, entre parenthèses, qu'on a avec cette version, la version 2018. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait une attente comme quoi la 22000, il va traiter d'une façon détaillée, au moins au niveau de détail de l'ISO 9001, l'approche processus. Alors malheureusement, ce n'était pas le cas. Et ça n'empêche qu'au niveau de notre formation, on va donner les deux séances, c'est-à-dire les deux prochaines séances, on va donner du temps à l'approche processus en relation avec l'agroalimentaire, en commençant bien sûr avec les bases, donc la documentation des processus, etc. Et on va travailler sur tout simplement un exemple d'unité industrielle en réalisant une organisation basée sur les processus. C'est très important de bien maîtriser tout ce qui est lié à l'organisation interne avant de parler des exigences, que ce soit de l'ISO 22000 ou bien de l'ISO 9001, proprement dit. Alors ça, c'est d'une façon simplifiée, les grands principes de management, que ce soit l'ISO 9001 ou bien l'ISO 22000. Pour l'ISO 22000, par contre, on parle aussi de ce qu'on appelle les principes essentiels. Vous avez 4 piliers ou bien 4 principes essentiels de l'ISO 9000, de l'ISO 22000, à savoir, premièrement, le management. Deuxièmement, l'ACEP, elle est basée sur la maîtrise des dangers, HACCP, une maîtrise de type HACCP. Et l'ACEP, ça reste une méthode tout simplement d'analyse de risque adaptée pour tout ce qui est lié à la sécurité des aliments. Vous avez aussi les programmes prérequis, ce qu'on va voir par la suite, tout ce qui est bonne pratique de fabrication agricole et ainsi de suite. Et finalement, vous avez la communication qui reste importante, que ce soit une communication interne ou bien une communication externe. Voilà, une communication, il faut pour chaque entreprise développer bien sûr de la communication interne et externe.
Alors, comme je viens de dire, les deux structures, ou bien les deux normes sont basées sur la structure HLS en 10 chapitres. Donc, vous avez les trois chapitres de cadrage, domaine d'application, référence normative, termes et définitions. Et par la suite, vous avez les 7 chapitres où on trouve vraiment des exigences en relation à la fois avec le management ou bien avec le système de management proprement dit, mais aussi avec la maîtrise opérationnelle. Donc, les 3 ou bien 4 premiers chapitres, ils ont une relation avec la première phase planification, en commençant avec la description du contexte de l'organisme, la même chose le leadership, la planification proprement dit, et pour réaliser bien sûr ce qui a été planifié, on a besoin aussi des ressources. Il s'agit du chapitre 7, support. Comme je viens d'expliquer, ce qui a été planifié doit être réalisé. Vous avez la réalisation des activités opérationnelles et ce qui a été réalisé va être évalué, c'est le chapitre 9. Et à la fin, sur la base de cette évaluation, on va décider de ce qu'il faut faire comme action d'amélioration ou bien de correction. Alors, c'est vrai ici que, surtout pour la traduction française, on parle d'amélioration. Donc, l'amélioration, il englobe à la fois des actions d'amélioration proprement dit pour saisir les opportunités, mais aussi des actions de correction. À la fin, si jamais ce qui a été réalisé n'a pas, c'est-à-dire n'a pas, ou bien n'a pas permis d'atteindre tout simplement les objectifs, alors dans ce cas, il faut réaliser une correction, voilà, et bien sûr, cette correction, on peut la prendre aussi comme une amélioration, voilà, tout simplement. Alors maintenant, la grande différence entre l'ISO 22000 et l'ISO 9001, c'est surtout en matière de réalisation des activités opérationnelles. À la fin, quand je dis planification, donc le 6 qui reste un chapitre important, quand je parle de la planification, il s'agit de la planification des actions pour atteindre des objectifs. Alors, plus ou moins, vous avez les mêmes exigences. Il faut définir une politique qualité, une politique sécurité des produits. Il faut définir des objectifs et par la suite planifier des actions pour atteindre ces objectifs. Donc, le principe de la planification, il est le même. C'est ce qu'on va voir plus tard par la suite. Par contre, en relation avec la réalisation des activités opérationnelles, on trouve une grande différence. La maîtrise des activités opérationnelles de point de vue ISO 22000 concerne surtout une maîtrise liée à la sécurité du produit. Et par la suite, pour arriver à avoir une maîtrise sanitaire au niveau interne, alors généralement, et c'est ce qu'on trouve au niveau de la 22000, il faut appliquer les principes de l'ASEP ou bien de l'HACCP. Par contre, au niveau de l'ISO 9001, et c'est ce qui est présenté ici, au niveau de l'ISO 9001, on peut parler carrément d'un autre cycle PDCA qui vise un cycle opérationnel qui vise à la maîtrise de l'ensemble des activités ou bien des processus de réalisation. C'est-à-dire, si je prends le cas d'une unité industrielle, peut-être que vous avez plusieurs activités, l'activité de production, logistique, achat et ainsi de suite. Alors, vous devez tout simplement maîtriser l'ensemble de ces processus de point de vue qualité maintenant. Alors, chaque processus présente ou bien on peut définir pour chaque processus des clients et des fournisseurs la même chose. La logistique d'entrée, par exemple, c'est le fournisseur de la production, c'est le client. La maintenance, la même chose, c'est un fournisseur de services pour la production, et ainsi de suite. Et par la suite, chaque responsable dans un système de management de qualité doit maîtriser son processus. Donc, je dois identifier les risques au niveau, ou bien les problèmes au niveau de la production, soit en relation avec la conformité, la présence de produits conformes, mais aussi des retards, par exemple, au niveau de la livraison. Peut-être aussi
des arrêts, des défiances internes, et ainsi de suite. Et une fois ces défiances ou bien ces problèmes sont identifiés, je dois réaliser des actions de telle façon à maîtriser le processus de fabrication. Alors ça, c'est en relation avec l'ISO 9001, une maîtrise globale. Pour la sécurité des aliments, ce qui nous intéresse, c'est la maîtrise du point de vue sanitaire. Et dans ce cas, au lieu d'une identification des risques d'une façon générale et la même chose, la maîtrise de l'ensemble des risques, on s'intéresse surtout aux dangers biologiques, chimiques et physiques. Et ce sont les principaux dangers. On peut ajouter les allergènes aussi. Les principaux dangers pour la sécurité des consommateurs. Et dans ce cas, je dois tout simplement, et c'est ce qu'on trouve au niveau du chapitre 8 ISO 22000, je dois tout simplement appliquer les principes de l'ACEP, de l'HACCP. Bien sûr, pour une bonne maîtrise sanitaire, je dois commencer avec les bonnes pratiques d'hygiène. Je dois avoir une bonne idée sur les bonnes pratiques d'hygiène. La même chose, avoir un système de traçabilité. Et d'ailleurs, la traçabilité, c'est une exigence aussi de l'ISO 9001. Mais surtout, je dois analyser les dangers physiques, chimiques et biologiques, valider les mesures de maîtrise, je dois les maîtriser. Et finalement, la réalisation, ça entre dans le plan de maîtrise de type HACCP. Donc, planifier les actions de maîtrise des dangers liés à la sécurité des aliments, les réaliser, vérifier et par la suite, agir. Alors, comme vous pouvez voir, ici, la structure de l'ISO 9001 ou bien la structure de l'ISO 22000, elle est pratiquement la même. Donc, je vais travailler d'une façon intégrée sur les premiers chapitres, le chapitre 4, 5 et 6, voire 7 aussi. La grande différence, c'est au niveau de 8. À ce niveau, je vais donner le temps suffisant pour développer tout ce qui est HACCP et bonnes pratiques d'hygiène pour la sécurité des aliments. Et on va traiter aussi en détail la maîtrise de la qualité, voilà, d'une façon générale, en relation avec les exigences de l'ISO 9001, du chapitre 8 de l'ISO 9001, et ce sont aussi des exigences assez détaillées. Alors, comme vous pouvez voir ici, par exemple, pour le 8 de l'ISO 9001, on parle des exigences relatives aux produits et services, déterminées généralement par un commercial, donc c'est le processus commercial, le bureau d'études qui assure la conception et le développement, la maîtrise des produits et services fournis par des prestataires externes, c'est l'achat, la production maintenant ou bien la réalisation des services, la libération des produits, tout ce qui est livraison, et finalement la maîtrise des produits non conformes. Alors, vous avez pratiquement un détail sur l'ensemble des processus clés qu'on trouve partout. Alors, quelle que soit l'activité, surtout une activité industrielle, vous avez toujours production, achat commercial, logistique pour la livraison, bien sûr. Et pour l'ensemble de ces activités ou bien de ces processus, l'ISO 9001 définit quelques éléments de maîtrise qu'il faut faire ou bien les objectifs recherchés au niveau de la maîtrise. De la même façon, le chapitre le plus long et le plus détaillé au niveau de l'ISO 22000, c'est le chapitre 8. Mais à ce niveau, on parle de la maîtrise opérationnelle du point de vue sanitaire. Et par la suite, tout ce que vous avez ici, ça a une relation. Donc le 8.1, le 8.2 et le 8.3, ça détaille jusqu'à le 8.4 la traçabilité, les actions face aux urgences et les bonnes pratiques. Pour le reste, vous avez des exigences basées tout simplement sur le principe de l'ACEP ou bien de l'HACCP. À part le chapitre 8, pour le reste, vous avez tout simplement des exigences en relation, ou bien des exigences, je peux dire homogènes, c'est-à-dire les mêmes, que ce soit ISO 9001 ou bien ISO 22000. Au niveau de mon étude de cas, on va essayer à chaque fois
d'identifier et de répondre aux exigences, aux différentes exigences, de point de vue, premièrement, qualité, mais aussi de point de vue sécurité. Alors, finalement, pour le programme, on va commencer avec l'organisation en entreprise et l'approche processus. Donc, les deux premières séances. Donc, pour cette semaine, on va travailler sur l'approche processus côté agroalimentaire. C'est très important. Comment identifier les processus, modéliser une entreprise sous forme de processus et comment documenter les processus. On va parler aussi des indicateurs de performance et on va différencier entre les indicateurs de performance qu'on peut utiliser dans le cadre de l'ISO 9001 et les indicateurs de performance spécifiques à l'ISO 22000. Voilà. Vous avez aussi, alors par la suite, après, c'est-à-dire rappeler, ou bien après avoir détaillé tout ce qui est lié à l'organisation, on va passer aux exigences d'un système de management qualité et sécurité des aliments, donc à partir du lundi. Premièrement, avec le contexte et les enjeux, c'est le chapitre 4. Et dans ce cas, on va essayer d'identifier les enjeux, de réaliser une analyse, soit un diagnostic stratégique appliqué à notre étude de cas. Donc, je vais détailler ça par la suite. Sinon, le leadership, la même chose. La planification du système de management qualité et sécurité des aliments. Donc, la nouvelle démarche. Et quand je dis la nouvelle démarche, que ce soit l'ISO 9001 ou bien la 22000, ils ont aussi, en plus de l'approche processus, ils ont intégré une nouvelle approche, à savoir l'approche par les risques. Donc, on va voir de quoi il s'agit. La même chose des exigences liées au processus de soutien ou bien de support. Et finalement, la maîtrise opérationnelle. À ce niveau, pour la maîtrise opérationnelle, c'est la plus grande partie du cours. Il concerne bien sûr les spécificités de la 22000, comme je viens d'expliquer, à savoir les bonnes pratiques d'hygiène. Et la même chose en relation avec notre exemple, je vais essayer de détailler plus ou moins les bonnes pratiques d'hygiène avec des exemples. On va voir sur tout ce qui concerne la gestion des déchets, le nettoyage, la désinfection, la traçabilité, ou bien avant de parler de la traçabilité, la même chose, la maintenance, voilà, les bonnes pratiques de la maintenance et ainsi de suite. Sinon, la traçabilité, donc les exigences liées à la traçabilité, et on va détailler la traçabilité sur la base de l'ISO 22005. L'ISO 22005, c'est une ligne directrice qui définit, voilà, et présente aussi des concepts liés tout simplement à la traçabilité. Des plans de réponse face aux urgences. Je parle des urgences à la fois de point de vue 22000 ou bien qualité. Parce que, par exemple, quand je parle d'un incendie, la présence d'un incendie, ça peut être vu comme urgence au niveau de l'ISO 22000, étant donné que la présence d'un incendie peut contaminer, qui dit incendie dit fumée ou bien poussière, et ça peut contaminer un produit. Donc, c'est un vecteur qui présente un danger pour la sécurité des aliments. Pour la qualité, un incendie, ça peut donner aussi un arrêt, par exemple, de travail et par la suite des retards au niveau de la livraison. Ça peut donner aussi des dégâts matériels et des dégâts humains, etc. Et par la suite, la même chose, ce sont des problèmes, des défiances internes au niveau d'un système de management de qualité. Donc, on peut voir ou bien discuter des urgences à la fois du point de vue qualité, du point de vue sécurité des produits, mais aussi du point de vue environnement, c'est important, et du point de vue santé-sécurité au travail. Alors, finalement, vous avez le plan de maîtrise sanitaire, les deux étapes de l'HACCP, adoptées par la 22000. En plus de la CEP, on va voir le plan de surveillance des CCP ou bien des PRPO aussi, les bonnes pratiques opérationnelles et les PRP ou bien les bonnes pratiques proprement dit, avec des plans de vérification et de validation. Alors finalement, et à part tout ce qui est maîtrise de la sécurité des aliments proprement dit, il y a aussi la maîtrise des processus.
c'est-à-dire la maîtrise des autres processus, mais maintenant de point de vue qualité. Alors, après avoir appliqué une maîtrise opérationnelle à la fois côté qualité et côté sécurité des produits, ça va de soi qu'il faut évaluer le système de management. Donc, au niveau du chapitre 9, vous avez les mêmes exigences. Il faut réaliser un audit interne, exploiter les résultats de la surveillance et finalement une revue de la direction. Et suite aux résultats de cette revue, on va améliorer le système de management, parfois aussi modifier carrément le système de management. Il s'agit de la dernière étape, c'est le chapitre 10, amélioration. Alors après la présentation de l'ensemble des exigences de l'ISO 22000 et l'ISO 9001 en parallèle, on va parler un peu de la construction d'un système de pilotage du système de management qualité et sécurité des aliments, en commençant avec les bonnes pratiques de la gestion de la documentation jusqu'à la construction des tableaux de bord et la définition des indicateurs de performance. Et finalement, les processus d'intégration de l'ISO 9001 et l'ISO 22000. Sinon, le plus correct, c'est dire l'intégration de l'ISO 22000 dans l'ISO 9001. Parce que, comme j'ai dit, les aspects liés à la sécurité des produits, ce sont tout simplement des éléments de l'ISO 9001. Donc, c'était tout simplement une petite séance pour la présentation du programme. Alors, sinon, bon, la majorité était absente aujourd'hui, ce n'est pas grave. Donc, sinon, demain, Inch'Allah, on va commencer avec un rappel sur l'approche processus avant de détailler les différents éléments. Donc, merci bien pour votre présence. Et je vous donne rendez-vous demain pour détailler ou bien travailler sur le premier chapitre.